Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce deuxième rendez-vous des Print Days consacré ce matin au support imprimé et à son avenir avec une question, s'agit-il d'un média moderne? Vous êtes décideur dans les arts graphiques ou acteur de l'exé-papier et vous vous posez beaucoup de questions concernant l'avenir de vos très beaux métiers. Vous êtes une agence, vous êtes une marque, un professionnel du marketing et vous vous demandez si communiquer sur un support papier ne fait pas de vous un dinosaure à l'heure où il n'est question que de transformation digitale. Vous vous interrogez plus largement sur l'utilité du papier, sa performance, sa pertinence, son coût, son impact carbone. Est-ce que vous êtes sûr que vous vous posez vraiment les bonnes questions? Pour en parler avec nous ce matin, nous avons deux experts. Éric Trousset, vous êtes directeur de la Business Unit Média de la Poste et président de Valmetri, dont la mission principale est de mission principale est de mesurer l'audience du courrier publicitaire. Et Christophe Bossu, bonjour. Vous êtes cofondateur de la société Argo, spécialiste français du document augmenté. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de la modernité du support papier, j'aimerais qu'on commence à parler des usages. Éric, vous avez communiqué ces derniers mois sur les résultats de plusieurs études concernant l'attention que l'on porte aux médias courriers, la perception que les consommateurs en ont, l'impact qu'il peut avoir sur nos comportements de consommation. Et quels sont donc les enseignements principaux que vous avez retenus de ces études? Merci Cécile. C'est vrai qu'avant de parler de modernité, autant s'assurer qu'on construit sur une base robuste. Sinon, ça serait finalement que de la poudre aux yeux. Et or, on sait qu'on est comme sur une industrie lourde, une industrie certes en transformation, mais je pense qu'on a besoin effectivement de reposer quelques fondamentaux. Il y a 9 ans maintenant, j'ai créé effectivement un GIE qui s'appelle Valmetri, qui avait vocation à mettre en place une mesure d'audience, ça n'existait pas, sur le courrier publicitaire, calqué sur finalement les autres mesures des médias, bien sûr avec une adaptation à la nature même du courrier adressé et courrier non adressé, donc l'imprimé publicitaire, le prospectus, on l'appelle comme on veut. Et donc, si on prend les dernières données disponibles, on attend la publication de la prochaine vague là, au mois d'avril, mais les dernières données disponibles nous montrent quand même que 52% des Français lisent au moins un courrier publicitaire chaque semaine, courrier adressé, et on est à 63% sur l'imprimé publicitaire. Alors, le différentiel, il est important tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de volume de prospectus que d'adressés. Donc, il y a un effet d'offre qui joue. Mais on voit quand même déjà que c'est un Français sur deux qui lit au moins un courrier publicitaire. On est même à 7 sur 10 sur le courrier de gestion, parce que Valmetri mesure aussi le courrier de gestion. Donc, même s'il y a une digitalisation accélérée, alors je n'ai pas encore les chiffres post-pandémie, on est encore en plein dedans, mais enfin en tout cas post-transformation, on verra justement ça fin avril, début mai. Il n'empêche que les usages sont encore là, ils sont massifs. Alors, certains pourraient me dire, ouais, mais ok, c'est bien gentil, mais les jeunes lisent plus, ils sont tous sur leur smartphone. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. Si on prend simplement les 15-24 ans, donc on ne fait pas d'enquête en deçà de 15 ans, de toute façon les marques ne leur écrivent pas, on a quand même 28% des 15-24 ans qui lisent au moins un courrier adressé par semaine. Alors c'est 2 fois moins que la moyenne, mais c'est pas zéro non plus. Donc c'est ça qui est important. Et alors si on prend le prospectus, on est quand même à 47%. Et donc le côté très utilitaire, hein, je recherche de la promo pour optimiser tout simplement mon pouvoir d'achat, ça c'est une réalité même chez les jeunes. Donc il y a vraiment des usages, oui, c'est moins élevé que sur la moyenne, mais je pense qu'il faut sauter de l'esprit que le courrier en général, c'est un média pour les seniors. Ça, c'est un premier point. Après, effectivement, Cécile, vous évoquiez l'attention. On a mené très récemment, c'était en fin d'année dernière, une étude avec l'agence média HeroX qui a mis en place en fait un indicateur, l'indicateur alpha, l'indicateur de l'attention. En fait, ils ont comme toute agence média, commencer leurs travaux sur la télé et puis décliner sur les autres résultats. Est-ce qu'on s'aperçoit que c'est le courrier adressé qui présente le plus haut niveau d'attention? Donc on est à 72% d'attention, donc c'est-à-dire que 7 Français sur 10 disent qu'ils prêtent attention au courrier publicitaire quand ils le lisent. On est à 59% sur le prospectus, et avec le même protocole d'études, on est à 40% sur le média télé, 42% sur la presse,
33% sur la radio, et cette même agence vient de publier la semaine dernière des chiffres sur le digital. On est plutôt autour de entre 20 et 30%. Donc, les Français continuent à lire, même s'il y a une érosion, ça on peut pas le cacher, le courrier, et ce massivement, et il y a une vraie attention. Et cette attention, elle repose sur deux phénomènes. Le premier, c'est que, contrairement à bien d'autres médias, le courrier, c'est un média choisi. C'est-à-dire que prospectus, vous connaissez le stop pub et le fait que la loi s'est durcie là au 1er janvier, mais c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps. Si j'en veux pas, je mets un autocollant. Si je le reçois, et c'est vrai aussi du courrier adressé, je choisis mon moment de lecture. C'est-à-dire que je peux ouvrir ma boîte aux lettres, poser mon courrier dans un coin et on y reviendra plus tard. Donc je vais choisir mon moment de lecture, je vais choisir mon lieu de lecture. On avait fait une étude là-dessus qui était amusante. Les Anglais disent beaucoup dans leur cuisine. En France, c'est plutôt dans le salon. Bon, bref, mais le fait d'avoir ce choix du lieu de lecture, je vais choisir mon rythme de lecture. Je vais choisir finalement, éventuellement, de lire en une fois ou en plusieurs fois et d'y revenir. Donc, on a une liberté dans l'usage du média qui est quand même super importante et qui fait que finalement, ça renforce cette attention. C'est-à-dire que je vais le lire à un moment que je vais choisir, contrairement à d'autres médias qui peuvent être efficaces. Et mon propos n'est pas de dénigrer les autres médias, mais où on a des flux. Quand je suis sur mon Facebook ou mon Instagram, c'est dans mon flux d'actu que je vois des pubs qui arrivent. Je les ai pas choisis. Ça peut être pertinent, ça peut l'être moins. Voilà, donc et puis le dernier point quand même, au-delà de l'attention, on a aujourd'hui à la Poste mené plus de 700 post-tests adressés sur l'adressé et le non adressé en une petite dizaine d'années, donc on commence à avoir une base hyper robuste. Et en moyenne, la mémorisation d'un courrier adressé s'établit à 62%. Donc ce qui est un record hein, par rapport à tous les autres médias. Et sur l'imprimé, on est à des niveaux moindres, on est à 26%, mais juste à titre de comparaison, on pourrait dire là, 26 c'est pas beaucoup. En moyenne, ce bêta de mémorisation, qui est en fait un indicateur média, il est en moyenne à 17% sur la télé. Il a 5% sur le display. Donc vous voyez que même prospectus à 26%, c'est un score remarquable. 62% sur l'adressé. Il n'y a que le cinéma qui était au-dessus, mais le cinéma n'a pas fait de mise à jour de ses scores depuis très longtemps. Mais bon, donc on voit effectivement que, voilà, pour poser le sujet, maintenant on va pouvoir rentrer dans le média moderne. On est un média qui est choisi, on a un média qui a des niveaux d'attention très élevés, des niveaux de lecture qui restent très élevés, et du coup, une capacité à faire émerger les marques qui est quand même particulièrement forte. Donc oui, on a des bases robustes. Maintenant, on peut rentrer dans l'innovation. Justement, en fait, quand on discutait avec les papetiers début 2020, ils nous disaient bien que le print bashing était derrière nous. Alors, ils ont des effets de vague et ils étaient plutôt enthousiastes. Et puis, la crise du Covid est arrivée et la transformation digitale accélérée de la société à marche forcée, en fait, est arrivée. Donc, le print bashing, on l'a vu plus ou moins avec différents débats autour de l'arrêt du catalogue Ikea et des choses comme ça. Ont montré que finalement des vieilles idées reçues, je pense à la préservation de l'environnement, sont revenues sur le devant de la scène. Donc la question, Christophe, pour vous, c'est est-ce qu'on se pose les bonnes questions aujourd'hui sur le print quand on parle de son avenir? Quelles sont les bonnes questions à se poser pour justement en faire un média moderne? Et on abordera après les différents aspects technologiques, parce que quand on parle de modernité, c'est aussi ça. Donc les bonnes questions à se poser. Avant de se poser la question si effectivement c'est un média moderne ou pas, ce qui est intéressant, je vais rebondir sur ce que disait Eric, en fait on se rend compte que la pertinence du papier, elle vient de sa contextualisation. Je vais m'expliquer. En fait, un morceau de papier, il a du sens dans certaines circonstances. Je vais vous donner un exemple de ce que nous avons fait avec du papier dans l'éducation nationale. L'éducation nationale, aujourd'hui, on va parler d'un phénomène connu, la crise Covid a mis en évidence la discontinuité pédagogique. Et on a tout de suite pensé que le digital, au sens écran du terme, allait régler le problème de la continuité pédagogique. Or, très rapidement, on s'est rendu compte que la production de la mémorisation ou la production du contrôle d'acquisition devait passer par une phase écrite. Comme ça. Et donc là, on a eu un énorme problème. C'est que le média écran ne correspondait pas du tout aux besoins.
Et là, c'est un morceau de papier qui a pris le relais. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des élèves d'écrire des réponses sur des morceaux de papier et de les transmettre de façon digitale. Donc, on voit bien que le papier a eu une importance. Par contre, c'est la transmission du papier lui-même qui a changé. On ne l'a pas rendu au prof, on en a fait une photographie qui, elle, a été envoyée par un canal digital. Et vous voyez qu'en fait, le papier était utile dans la continuité pédagogique, mais il a fallu rajouter un canal de communication digital pour donner du sens au papier. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ce n'est pas le papier qui a été mis en cause, c'est vraiment la pertinence d'un morceau de papier. On parlait de lecture chez les jeunes. Oui, les jeunes lisent moins. Pourtant, si vous regardez les chiffres de vente du SNE, je rappelle juste pour ceux, j'ai dirigé un groupe de presse en France pendant plus de 10 ans. Donc, on fabriquait 80 000 pages par an, 7 millions de plis adressés en abonnement. Donc, je pense avoir un petit retour d'expérience. On se rend compte que les jeunes ne lisent pas. Pourtant, quand on regarde les chiffres, vous avez une augmentation, une explosion de la consommation du média papier dans les mangas. Pourquoi? Parce que, en fait, on se rend compte que le type de document, s'il est adapté à l'audience, alors il est utilisé. Donc, un gamin, il n'a peut-être pas envie de lire un bouquin au sens exhaustif du terme, mais il va aller feuilleter du manga. Et il préfère feuilleter du manga que de passer du webtoons. C'est le fameux truc qui arrive sur vos smartphones en ce moment, où ce sont des BD en monobulle sur des smartphones. Et bien, les gamins, pas du tout. Ils préfèrent utiliser un manga. Mais ce qui est rigolo, c'est que ce manga, si vous le regardez bien, les enseignants viennent de découvrir qu'on ne le lit pas dans le même sens qu'une lecture normale. Et ça a créé des catastrophes dans l'apprentissage de la lecture parce qu'on prend les bouquins à l'envers. Et au CP, on se retrouve avec des gamins qui aujourd'hui ouvrent leur livre de lecture et l'ouvrent par la fin, comme le manga qu'ils ont à la maison. On voit bien donc l'impact du papier sur le comportement d'apprentissage d'un enfant. Donc, je voulais juste parler de ça en disant c'est un problème de contextualisation. Le papier, il ne faut pas se focaliser en disant qu'il était mort. Et j'avais rebondi sur, évidemment, le papier bashing, qui a été amplifié par cette crise, qui a été amplifié par une marque comme Ikea, qui a fait les choux, des gros titres. J'insiste sur le terme titre. Qu'est-ce qu'a fait Ikea pour annoncer l'arrêt du papier? D'abord, il a fait un communiqué de presse papier. Ça, c'est assez rigolo. Il n'a jamais eu autant de displaying que dans la presse papier. Les Unes, Parisien, Figaro, 20 minutes. C'est absolument hallucinant. On parle de presse écrite. Tout le monde a repris ça. En presse digitale aussi. Il a eu des... En presse digitale aussi. Mais ce qui est rigolo, si vous avez lu le communiqué de presse, je faisais 200 millions de catalogues, j'ai arrêté, j'en faisais plus de 40 millions qui n'étaient disponibles que dans les magasins. Mais le papier a encore un avenir et je vous annonce que je vais sortir un bouquin que je vais vendre dans mes magasins qui va mettre en situation mes produits. Et ils sont plus mis dans le catalogue exhaustif, ils sont mis en situation dans un bouquin papier pour pouvoir faire la promotion de ses propres produits. C'est assez rigolo. J'annonce la fin du papier, j'annonce que je sors un bouquin et que je vais vendre. Donc, il faut relativiser les choses. C'est la contextualisation du papier et son adressage qui fait la pertinence ou pas. Et j'ai fini. Un courrier, pourquoi est-il pertinent? C'est parce qu'il est certes personnalisé, mais le message a toutes les chances d'avoir un intérêt pour son interlocuteur. Donc, le papier prend du sens à ce niveau-là. Mais si vous regardez dans le print, on n'a personne de chez Xerox aujourd'hui ou de chez Ricoh, enfin les grands acteurs de la xérographie, vous diront qu'en entreprise, le premier vecteur d'impression aujourd'hui sur leur machine, c'est le mail. C'est assez rigolo. Le premier vecteur d'impression sur les machines bureautiques pour produire du papier dans l'entreprise sont des mails. Posons-nous la question. Et tout le monde vous dira, bah ouais, mais c'est plus pratique parce que je les lis, je les annote, et puis comme ça, je les lirai plus tard. Et puis, on voit bien que la contextualisation donne du sens à la matérialisation de l'information. Donc, elle n'est pas ni contre ni pour, elle n'est pas meilleure, elle dépend du moment où vous allez l'utiliser. Et la même info a autant d'intérêt d'un point de vue digital que d'un point de vue physique. Tout dépend de la contextualisation. Donc, on a posé le cadre. Donc, le papier, dans ses usages, dans sa contextualisation, a un avenir. Il n'empêche qu'on est dans une société en transformation numérique qu'on ne peut pas nier.
cette transformation numérique, alors numérique ou digital sont des mots un peu valises où on met tout, donc ça peut être numérisation ou transformation digitale de l'outil de production, ça peut être des usages. Donc c'est ce qu'on va explorer maintenant. Parce que quand on parle de modernité papier, évidemment, on parle des aspects technologiques. Donc c'est des différents aspects qu'on va voir avec vous. Christophe, vous avez travaillé pour une entreprise qui fait de la réalité augmentée. Eric, vous avez présenté différentes campagnes aussi avec différents usages et notamment, donc on va parler de voice commerce, on en avait parlé en préparant cette rencontre. On a parlé aussi d'accostage du courrier des plateformes de marketing automation, ça vous nous expliquerez parce que c'est une formule très compliquée. Et donc on va essayer de répondre à cette question, est-ce que l'innovation technologique peut redorer ou pas le blason du papier aussi et l'amener à de nouveaux usages et à de nouveaux développements et à donc avoir de nouveaux leviers de croissance pour ce marché. Donc, je propose de commencer avec vous, Christophe, continuer sur la réalité augmentée aujourd'hui. On est bien d'accord pour dire que au début, on était tous dans l'effet waouh, mais que finalement, ça n'a pas plus de sens que cela aujourd'hui puisque les marques, elles veulent avant tout faire du business, on est bien d'accord. Donc, technologiquement parlant, quels sont les bons usages concernant la réalité augmentée et comment voyez-vous son avenir aujourd'hui? La réalité augmentée, bon, j'aime pas trop le terme, on va parler de contenu augmenté, d'accord? Il est effectivement, d'un point de vue de la réalité augmentée lorsqu'on s'adresse à un contenu physique, mais il va être augmenté sur d'autres layers, d'autres calques, comme de l'HTML, sur des contenus digitaux. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui, on voit que les lecteurs ont besoin d'augmenter la compréhension d'un contenu suivant l'usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, les technologies peuvent donner du sens à un papier. Je vais vous donner un élément très simple. Nous avons fait il y a quelques années la mise à jour du code du travail annoté qui était imprimé. Le code du travail, un code, un annuaire, un code, un dictionnaire, parlons de secteurs qui prennent des catastrophes au niveau des tirages. Or, pourquoi, quand on interroge les gens, pourquoi n'achetez-vous plus le code du travail que vous mettez sur votre étagère? La première réponse, c'est pas le papier, c'est ah ben oui, mais nous on a un problème, c'est que dès qu'on veut l'utiliser, il y a une obsolescence directe du contenu qui est imprimé par rapport à l'état de la loi. Et on leur dit, mais qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Ben, une fois qu'on lit, on va sur Internet pour voir si ce qu'on lit est à jour. Donc on dit, mais si on vous ramenait l'information de mise à jour, le service de mise à jour sur le papier, est-ce que le papier prendrait plus de sens? Ah ben oui, on n'irait pas à ce moment-là changer d'interface pour aller vérifier ce qu'on fait. On l'a fait à la revue fiduciaire et on a fait un cas d'usage. J'ai bien dit un cas d'usage pour voir si la notion servicielle sur un contenu papier, si elle était pertinente, si elle redonnait du sens au papier. La réponse est oui. Donc, est-ce que la technologie va aider le papier? Oui, si on fait des choses utiles. Non, si c'est pour faire des effets waouh. Les Anglais disent la réalité augmentée, c'est un nice to have, c'est-à-dire quelque chose de rigolo à avoir. Il faut que ça devienne un must to have, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut avoir parce que ça amène un plus, ça amène un contenu. Le truc tout bête que vous allez comprendre, vous prenez un imprimé en chinois, vous ne parlez pas chinois. Si votre smartphone, vos lunettes, vous permettez de le regarder et d'avoir la traduction en affichage tête haute, en augmentation de ce que vous voyez, vous allez vous dire, ah oui, je veux bien avoir des notices en chinois, je m'en fous parce que j'ai des lunettes qui me permettent de comprendre ce que je vois. Si vous avez ça, vous allez voir que la technologie va redonner du sens au papier. Si vous ne l'avez pas, votre notice en chinois, vous ne pouvez rien en faire. Donc voilà, juste un exemple ultra simple. Et les usages, votre bagnole aujourd'hui commence à vous balancer des infos au travers de votre pare-brise. Pourquoi? Parce qu'elle vous augmente votre vision dans votre environnement. On vous donne les limitations de vitesse, les dangers qui viennent de droite et gauche. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des caméras autour de vos voitures pour vous avertir et pour augmenter l'attention du conducteur. Sur le papier, c'est la même chose. Si on n'amène pas de l'innovation sur du papier, et si on ne permet pas aux nouvelles générations d'interagir avec ce qu'ils ont, alors ils délaisseront pour aller chercher l'interaction dont ils ont besoin dans d'autres canaux. Et cette fois, elle sera full digital. Si vous voulez donner du sens, il faut ramener ça. Mais encore une fois, il faut que ça ait un intérêt. Si ça n'a pas d'intérêt, c'est rigolo. Faire apparaître des dinosaures sur une boîte de coca, c'est super marrant.
ça amuse vos gamins 3 minutes, mais ça ne sert à rien. Si par contre, quand vous regardez un produit alimentaire, Yuka a inventé le scannant un EAN13. Je vous rappelle quand même pour les professionnels du packaging que les référentiels produits sur EAN13, ça fait quand même une paire d'années que ça existe. Et que là, on vient d'inventer une innovation, on scanne un code barre et on vous donne un accès au référentiel produit, sa composition, si c'est bon ou pas. La caissière dans le supermarché fait ça depuis 45 ans. En fait, quand elle scanne, elle a un prix, mais elle pourrait avoir autre chose. C'est quoi l'innovation? C'est simplement, on a dit aux gens, vous allez pouvoir utiliser une caméra pour avoir de l'information supplémentaire. Cette information supplémentaire, c'est Yuka qui vous l'a donnée. Il n'y a pas de réalité augmentée. Il y a une interaction visuelle entre quelque chose qui est décodé et au lieu de vous donner un prix, on va vous donner une information contextuelle d'une composition, d'allergène, d'origine. En fait, on rajoute du service. Tant qu'il n'y avait pas ça, vous ne scannez pas les EAN13. Maintenant qu'il y a ça, vous commencez à les scanner. Rien n'a changé. C'est toujours un morceau de papier, c'est toujours un EAN13. C'est parce qu'on a amené une couche servicielle qui justifie le fait de s'engager. Réalité augmentée, c'est la même chose. Si vous avez une couche servicielle, ça servira à quelque chose. Pour le coup, la période, donc grâce à Yuka avant et la période du Covid après, on s'est tous mis à scanner des QR codes un petit peu partout pour avoir les cartes des restaurants, et donc ça a développé les usages. Donc j'imagine que vous sentez ce frémissement ou au niveau d'ailleurs de toutes les générations, ce que disait Eric, autant les jeunes, on dit qu'ils n'aiment pas le papier, mais finalement ils l'aiment un peu, autant les seniors aussi se sont mis à scanner, se sont mis au e-commerce, en fait, tout le monde a sorti son téléphone de sa poche et donc c'est devenu un geste finalement assez classique. Vous l'avez sorti parce qu'il y avait une promesse, parce que ça servait à quelque chose. Mais du coup, pour vous, au niveau du marché, aujourd'hui, vous pensez que finalement, on peut presque plus faire l'économie quand il y a le service derrière de ce type de service digital sur du papier? Eric, je poserai la question après aussi pour le Média Courrier. Mais la réponse est oui, c'est évident. Aujourd'hui, on a combien de fois on a imprimé sur des pubs l'URL d'un site, d'accord? On l'a fait pendant des années. Ou la page Facebook ou le réseau social. Bien, les usages, maintenant, c'est terminé. Il va falloir que ce soit l'interaction de vos lunettes, de votre téléphone, de ce que vous voulez, qui directement va vous envoyer dans le digital. Il est hors de question de demander à une génération d'aller taper quelque chose pour aller vers. Donc, l'interconnexion entre le morceau de papier et le monde du digital est fondamentale. Il y a eu des tests en NFC, il y a eu des tests avec des nouvelles encres, il y a eu des tests avec des codes, il y a eu des tests avec de l'image recognition, comme là, on reconnaît une image et on connecte. Tous ces éléments-là sont complémentaires. Complémentaires. Et c'est l'usage qui crée ça. Et vous verrez tout à l'heure, on en parlera sur le QR code 2.0 ou 3.0, enfin l'évolution de ce qui est en train de se passer. On voit qu'on change de paradigme à chaque fois. Donc aujourd'hui, un morceau de papier a du sens s'il amène du service. Je dirais que vous avez parlé du papier bashing. Je rappelle juste une chose importante, et vous l'avez souligné en début. Le papier, c'est un puits de carbone, à la condition où vous le sauvegardez, vous le lisez. C'est-à-dire que plus vous aurez de bouquins sur votre étagère, plus vous allez stocker du carbone sur votre étagère. Juste cet argument qui est volontairement poil à gratter, il a un vrai sens pour contrecarrer les idées qui est de dire le papier pollue, le digital ne pollue pas. C'est une aberration. Maintenant, c'est un secret pour personne. Tout le monde le sait. Donc, c'est un faux argument. Mais c'est pas ça qui va redonner du sens au papier. C'est pas parce que le papier est vert que les gens vont l'utiliser. Les gens utiliseront le papier si ça leur sert à quelque chose. Si ça leur sert à rien, ils l'utiliseront pas. À sauver la planète. Ça peut être... Oui, mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant. Donc, Eric, cette complémentarité avec dont parlait Christophe, justement, qui devient de plus en plus, qui entre dans les mœurs, on dégaine notre téléphone, on a envie de lire sur notre téléphone des choses qu'il y a sur le papier. Vous aussi, dans le Média Courrier, j'imagine que vous avez eu cette problématique ou cette demande. Est-ce que c'est un des usages qui se développe et quels sont les autres leviers aujourd'hui que l'on active justement pour rendre dynamique ce support? Oui, il y a effectivement, Christophe l'a évoqué, après l'expérience client autour du papier, en l'occurrence du courrier, elle est importante. Et nous-mêmes, par exemple, à la Poste, on s'était planté sur la réalité augmentée en créant, il y a quelques années, une appli, donc qui s'appelait Courrier Plus, mais ça voulait dire qu'il y avait un geste
utilisateur, il fallait que, pour pouvoir lire un code, il fallait que je télécharge une appli. Bah, ça fait une rupture entre le papier et la promesse. Autant dire que ça n'a pas fonctionné. Alors après, bon, les technologies elles-mêmes ont évolué, mais l'expérience doit être hyper simple, hyper fluide pour l'utilisateur. Et Christophe l'a dit, il y a le QR code, il y a l'NFC, enfin il y a plusieurs technologies. Je pense que certaines auront des usages différents, mais le marché fera et l'utilisateur fera aussi entre guillemets le tri. Donc l'expérience client, elle doit être simple, et je passe du papier au digital quasiment, je ne vais pas dire sans m'en apercevoir, mais en un geste, en un clic. Et c'est vrai que c'est comme ça que on pourra fluidifier la lecture et du coup garder le meilleur des deux. Ça, c'est un point. Je voudrais aussi revenir quand même sur, en termes d'usage, sur le ciblage. Parce que c'est vrai qu'on peut, et certaines marques ont fait des choix assez radicaux, alors, souvent au nom de l'écologie, mais en fait c'était pour des raisons économiques, c'est-à-dire que j'arrête complètement mes flux de papier. Or, c'est se priver finalement probablement d'une partie des clients que ça perturbe. Et nous, on le voit au travers par exemple de notre filiale Mediapost, quand il y a des incidents de distribution de prospectus, ça arrive, il y a des gens qui sont perdus. Quand il y a eu d'ailleurs, pendant le premier confinement, pendant 2 mois, il n'y a plus du tout de prospectus, parce que de toute façon, les distributeurs, les hommes et femmes qui distribuent, étaient protégés à la maison, et les enseignes elles-mêmes ne voyaient pas pourquoi elles allaient s'entretuer à coups de promo, parce que c'était plus le sujet. Eh bien, il y a eu des plaintes, c'est-à-dire que des consommateurs appelaient les call centers. Il y a 2 gros acteurs de la distribution en France, en disant mais je comprends pas, j'ai plus mon prospectus, je fais comment? Bah, il y en a plus. Et nous, on a aussi mesuré par une enquête avec Ipsos, il y a eu un manque. D'un seul coup, plus de papier. Je ne veux pas dire que c'était l'ensemble de la population, mais en tout cas, il y a pour un certain nombre de Français, d'un seul coup, leur outil, parce que le papier dans ce cas-là était un outil du quotidien pour optimiser tout simplement le pouvoir d'achat. Il y a quand même beaucoup de Français qui font leurs courses à 10 € près. Bref, donc c'est aussi par l'absence, on voit aussi qu'il y a des usages qui existent. Je reviens sur le ciblage, parce que c'est vrai que aujourd'hui, l'innovation, elle se trouve aussi dans l'intelligence artificielle, dans le traitement de la donnée. Et ce traitement de la donnée peut permettre justement d'éviter à des marques ou des enseignes de faire des choix radicaux en disant « j'arrête ». Eh bien, en travaillant justement intelligemment la donnée en amont, je vais du coup pouvoir, excusez-moi le mot, identifier des clusters de population, mais au bon sens du terme, en se disant ceux-là, ils ont une vraie appétence au papier. Je vois qu'effectivement, il y a des retours. Bien sûr, quand j'envoie un catalogue ou une brochure, il y a des gens qui passent à côté parce que c'est pas le bon moment, c'est bon. Et puis, ce ciblage, on peut même le pousser encore plus loin. Et je vais prendre le cas de Blanche-Porte, alors, qui a quand même une population qui est probablement moins appétente que la moyenne à la réalité augmentée. Donc, eux ont fait un travail de data en amont pour identifier vraiment, avec les données print, donc les remontées des commandes, mais aussi pour une partie de la population par les usages du digital, donc à partir de toute la donnée remontée de leur propre site internet. Et donc en mixant les deux et en faisant appel à un spécialiste en intelligence artificielle, ils ont identifié des produits les plus appétants de leur nouvelle gamme, en tout cas qui avait une forte probabilité, et ils ont imprimé une partie de leur catalogue en personnalisation, issu de cette traitement de data, et puis donc il y a 50 000 exemplaires d'impression, donc impression numérique, où 40% du catalogue était totalement personnalisé à l'individu, et 50 000 exemplaires qui étaient, je dirais, traditionnels, c'était le même catalogue pour toutes et pour tous. 20% de commandes en plus sur la partie personnalisée,
et une augmentation, attendez, je reprends mes lunettes parce que de 7% de panier moyen en plus. Donc, et donc là, on est vraiment sur finalement, il n'y a pas eu d'interaction avec la destinataire, c'était finalement, je vais pousser les produits qui ont une forte probabilité d'intérêt en fonction du passé. Et donc, cette première innovation, elle est effectivement dans cette intelligence en amont. La deuxième, effectivement, c'est celle que Christophe évoquait, c'est dans l'expérience autour du courrier. Et là, je pense qu'on voilà, et du service. Et là, je rejoins Christophe. Il faut absolument que derrière, on ait un service qui soit pertinent. On a dépassé aussi le stade où, il y a quelques années, certaines marques disaient ah ouais, mais un QR code, c'est moche, machin. Je pense que ça, c'est derrière nous. Oui, ça, avec le Covid, il est même devant nous, le QR code. Il devient même très graphique. Mais là aussi, c'était des visions un petit peu. D'abord parce qu'un QR code, ça peut aussi s'habiller. Enfin, il y a aussi des techniques qui permettent de l'habiller. Et pour ceux qui vraiment trouvent que le QR code est moche, il y a la puce NFC qu'on peut justement insérer dans le papier. Christophe, vous vouliez réagir. Vous avez levé le doigt. Je vais juste rebondir sur une petite chose. On a vu Eric, à un moment donné, avait besoin d'une augmentation de son argumentaire pour vous donner quelque chose. Il a mis ses lunettes et il a regardé son écran ou un morceau de papier. Ce geste-là, je rebondis juste là-dessus, c'est l'augmentation de la contextualisation d'un contenu. C'est ça, la réalité augmentée. S'il avait eu ces lunettes qui lui donnaient instantanément ce qu'il voulait nous dire, il aurait eu l'information. Donc, ce n'est pas un problème de télécharger ou pas une application. C'est si vous avez une éditoriabilité de contenu qui existe au travers vos lunettes, au travers vos smartphones, au travers vos usages, alors vous allez les utiliser. Dire qu'une population âgée ne veut pas faire de réalité augmentée, c'est vrai sur du papier, c'est totalement faux dans une BMW avec affichage tête haute. La CSP+, est beaucoup plus âgée que des gamins de 20 ans. Et c'est de la réalité augmentée. Donc, on voit bien que ce n'est pas un problème d'âge. Ce n'est pas un problème d'âge. C'est un problème de device et de simplicité à l'accessibilité à l'information. Si le mec devait foutre des lunettes pour voir des panneaux et avoir les indications des limitations de vitesse, il ne le ferait pas. Quand il achète une Arteon chez Volkswagen, et c'est là-dessus qu'ils ont fait leur pub, le conducteur est automatiquement informé par son interface normale, son pare-brise et son tableau de bord, de l'information de limitation de vitesse, voire même d'une intervention sur sa conduite. S'il y a un usage, c'est utilisé. Ce n'est pas un problème générationnel. Vraiment, je suis convaincu de ça. Il a dit tout à l'heure une chose très vraie, que Courrier Plus, il y avait un problème de téléchargement d'une app. Au-delà du téléchargement d'une app, aujourd'hui, vous prenez ArgoPlay, c'est plus d'1 million de téléchargements. Mais indépendamment de ça, c'est pas ça qui est intéressant. C'est que s'il faut télécharger quelque chose pour avoir quelque chose, ça n'a pas d'intérêt. Si par contre, demain matin, vous avez des outils qui vous permettent d'éditorialiser des contenus et que ces contenus sont accessibles au travers de lunettes, de smartphones, de pare-brise, de ce que vous voulez, alors les gens vont y avoir accès et le feront. Vous avez raison, la réalité augmentée passe par de la web AR, il n'y a plus d'application. Un QR code, pourquoi un QR code commence en Europe, ce n'était pas le cas en Asie du Sud-Est, à prendre de l'ampleur? Parce que sous pression de l'Asie du Sud-Est et notamment de la Chine, Apple, le premier, a réintégré les décodeurs des librairies des QR codes en standard sur son appareil photo. Maintenant, tout le monde a pris le pas. Mais il y a encore 5 ans, vous deviez télécharger une application pour lire un QR code. Et c'était le même problème. Et comme les gens ne veulent pas télécharger quelque chose pour faire quelque chose, il n'y a pas d'usage. Et enfin, Eric a raison, on peut s'amuser à embellir un QR code, l'intégrer. Attention quand même, si on ne voit plus le QR code, vous perdez le vecteur de connexion entre c'est un QR code, je peux le scanner pour avoir quelque chose. Nike s'est amusé à fabriquer un QR code que vous ne voyez pas, personne ne le scanne. Personne. Et oui, c'est pas un QR code, donc personne ne le scanne. Si, 1% de la population, mais justement, donc on voit bien la limite entre c'est rigolo, c'est joli, on peut le cacher. Ben non, c'est comme si vous allez au supermarché, qu'on vous cache un EAN13. J'ai travaillé pour DMC à une époque, il y a 35 ans, fabriquer du fil.
on intégrait les QR codes dans des fausses bobines pour que sur le packaging, le QR code ne venait plus perturber le packaging. Ouais. Sauf que toute la grande distrib a hurlé en disant « Il est où votre QR code? Moi, ma caissière, elle n'arrive pas à le trouver. » Alors qu'il était là. Et donc, ils sont revenus à un QR code standardisé, moche, un EAN13, mais il donnait un service. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est pour ça que c'était rigolo de rebondir sur « Attendez, je mets mes lunettes pour voir, pour aller chercher une information. » C'est ce geste-là. Non, mais c'est vraiment ce geste-là qui va redonner du sens à mon catalogue, à mon morceau de papier ou à mon écran. Parce que je vous rappelle qu'il y a des gens dans le click and collect qui ont consulté des catalogues de promo de la grande distrib sur du digital. Mais vous avez des enseignes qui ont commencé à se dire, et si on donnait une expérience, je cite un exemple, Jouet Club. Vous avez tous entendu parler de Jouet Club en fin d'année. Le PDG de Jouet Club est monté au créneau, ils en ont fait des tonnes. Par bonheur, ils ont utilisé des technologies d'augmentation de réalité augmentée de leur catalogue, 12 millions d'exemplaires, pour faire la liste au Père Noël. C'était quoi? On avait son téléphone et le gamin pouvait faire directement la commande, entre guillemets, au Père Noël à travers son smartphone. Mais en parallèle, le catalogue digital sur son site internet présentait exactement la même interface, mais sans téléphone. Directement dans l'interface, on pouvait rajouter des éléments dans la liste au Père Noël en cliquant, en ayant une expérience exactement la même. La contextualisation a créé 35% de click and collect de plus que ce qu'ils avaient. Donc, c'est quand même relativement important. Et on voit bien que c'est ni la techno, ni la réalité augmentée, ni l'augmentation de leur PDF en ligne qui a créé ça. C'est un usage et une contextualisation. Le Covid a fait que les gens ne pouvaient plus y aller, donc ils ont utilisé quelque chose qui leur donnait du sens. Et en l'occurrence, ça a donné du sens aussi au papier, en l'occurrence. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas technologique. Il faut que la techno donne un accès le plus simple possible qui corresponde à un usage. Mais c'est vraiment pas un problème de techno. Justement, ça me fait une transition vers une autre innovation dont vous m'avez parlé, Eric, qui est le voice commerce, cet accès assez facile donné par la voix, justement. C'est aussi un accès très simple à une techno. Là encore, pas de téléchargement. Vous avez mené des expériences sur ce point. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, 2 mots, parce qu'on va faire une révélation dans quelques semaines, donc je ne peux pas tout dire, mais oui, en fait, on a… Un teasing. Oui, je vais faire un peu de teasing. En fait, on a travaillé avec deux marques et puis une start-up qui a une techno de voix qui vient en fait en surcouche d'Alexa, de Google Home, etc. Je surveille parce que j'ai une Alexa dans la pièce qui, bien sûr, dès qu'on prononce son nom, s'allume. Mais c'est comme ça. En fait, l'idée, c'est on reste dans la simplification des usages. On est dans une logique, pour le coup, de comment je transforme demain ma commande de catalogue en utilisant la voix. Alors, on est très en amont parce qu'on sait bien que les usages vont se faire progressivement. On est au début de l'histoire, mais on s'est dit qu'il fallait prendre l'histoire très tôt pour éviter finalement que demain, ça ne soit que le e-commerce qui se fasse dans la voie. Alors, quand je dis demain, c'est 5 ans, c'est 10 ans, mais parce qu'on a la conviction que, au travers d'un catalogue papier, on peut tout à fait, là aussi en inventant des nouveaux codes, faire qu'on peut commander par la voix. Et donc, on a travaillé avec 2 marques qui, alors il faut le travailler en amont, c'est-à-dire que les catalogues étaient partiellement codés de manière à, parce qu'on ne peut pas lire une référence complète, donc on essaie de simplifier l'expérience client, donc il faut être au moment de la création du catalogue, et certaines pages avaient un code spécifique qui était suffisamment simple à dicter par la voix, et donc il y avait une explication dans le catalogue donc papier qui était donnée. Et le retour d'expérience est intéressant. Alors, bien évidemment, le consommateur teste aussi, parce qu'on est au début de l'histoire, un peu comme on est un peu sur de early adopters, mais l'idée, c'est finalement, c'est d'apprendre en même temps que nos clients, créer un nouvel usage et de manière à finalement
Le consommateur peut toujours commander avec son bon de commande papier pour ceux qui veulent, même si on sait que c'est en fort déclin. Commander bien sûr sur Internet par l'écrit. Et puis, demain, c'est apporter cette possibilité de commander par la voix. Donc, on va faire effectivement un reveal dans quelques semaines parce que le retour d'expérience, il est simple. On ne s'attend pas à révolutionner le marché, mais c'est une brique de plus. C'est-à-dire que c'est une brique de plus dans un usage, on va dire, digital. On sait, on connaît l'attachement des Français au papier. Enfin, je ne vais pas revenir sur les données, puis on en a plein d'autres qui montrent que le catalogue papier a vraiment du sens. Maintenant, comment on peut transformer l'expérience et surtout la transformation? On pense que la voix, c'est un modèle d'avenir. Ça va prendre du temps, on le sait, mais autant être là au début et apprendre finalement, apprendre avec nos clients et les amener progressivement. Et on est bien dans un système qui vient en addition des prises de commande habituelles et pas du tout en substitution. Dans 10 ans, on verra comment tout ça aura évolué, mais l'idée, c'est vraiment d'être là au bon moment. Oui, en fait, c'est le livre d'Harry Potter qui prend forme au fur et à mesure. Progressivement. On va pouvoir lui parler, télécharger, enfin télécharger, surtout pas, mais utiliser une web app et faire la liste au Père Noël, et les parents pourront la commander. Enfin, on peut imaginer tout un tas on va dire, d'ennoblissements digitaux du papier. Oui, Eric, vous vouliez dire quelque chose? Non, c'est Christophe. Christophe, pardon, oui. C'était juste pour rebondir. La vocalisation et l'intervention audio, c'est intéressant. À la revue fiduciaire, on avait travaillé sur la vocalisation des contenus et la possibilité, effectivement, au travers d'Alexia, de permettre à des praticiens du chiffre de poser des questions et tenter d'avoir des réponses dans la base documentaire sans passer par un moteur de recherche. Donc, ça revient à ça, c'est ramené. Néanmoins, on n'en est qu'au balbutiement. Et est-ce qu'on va vraiment parler à son catalogue pour dire je veux la référence X22, je veux la commander? En fait, c'est un début, on en aura besoin, mais on travaille aujourd'hui en R&D sur l'interférence entre la vision et un document papier. Qu'est-ce qu'on fait? Je reviens à l'augmentation de la réalité. Si vos lunettes interfèrent le mouvement de votre bras qui montre un objet sur un morceau de papier, vous allez pouvoir dire je veux acheter ça, et ça reviendra à cliquer sur le papier pour commander. Et là, on est dans quelque chose qui va créer un usage. Quand on en sera là, oui, la vocalisation, oui, l'augmentation de la réalité, oui, le papier et oui, le digital va prendre de l'importance. Mais aujourd'hui, on a des juxtapositions de techno, on n'a pas un enchaînement global. Pas encore, pas encore, on l'a pas encore. Et le jour où ça arrivera, moi je vous invite à regarder Minority Report, vous verrez très bien Tom Cruise s'amuser avec un écran virtuel, il lui parle, il bouge des objets et tout est virtuel. Mais c'est parce que le mouvement, la vue et la voix sont mélangés dans l'interface et là ça prend du sens, on le comprend. Je ne dis pas que c'est pour demain matin, mais ça va venir. Le jour où ça vient, moi je suis convaincu que le papier va reprendre du sens. Il va reprendre du sens parce qu'il ne faut pas se leurrer. Imprimer un morceau de papier et le diffuser à 1 million d'exemplaires, personnalisé ou non personnalisé, c'est quand même beaucoup moins cher pour dupliquer un document que de le faire de façon digitale, quoi qu'on en dise. C'est beaucoup moins cher. Alors, ce qui peut poser un coût important, c'est l'adressage. L'adressage, et Eric sait bien de quoi il parle, l'adressage, effectivement, a un coût. Mais aujourd'hui, on a des technologies qui sont hybrides, qui vont pouvoir faire des adressages qui seront personnalisés par le destinataire qu'on ne connaît pas. C'est donc, en fait, de la personnalisation sans adressage. Ouais, alors c'est un truc un peu compliqué d'un webinaire à expliquer, mais vous allez le comprendre. On va essayer. On va essayer. Si vous voyez ce QR code, on en fabrique aujourd'hui des millions, on en a fabriqué 90 000. Les 90 000 QR codes sont tous différents. Si vous le scannez, il n'y a rien à l'autre bout, il y a une vidéo générique pour tout le monde. Mais on vous propose, quand vous le scannez, d'en prendre possession, d'y mettre ce que vous voulez dessus, de décoller à ce moment-là ce QR code et de le coller où vous voulez. Ça devient un post-it digital qui est entièrement personnalisé. Si je vous montre ça, c'est juste intellectuellement une proposition de personnalisation parce que tous les autocollants sont différents. Il est personnalisé par celui qui va interagir, que je ne connais pas.
mais la contextualisation va faire qu'il va se déclarer. Et ce qui est intéressant pour l'imprimeur, c'est qu'on n'est pas obligé de reconstituer le set de data. C'est vraiment le problème. La cohérence de tout ce qui doit être personnalisé. Aujourd'hui, l'angoisse de l'imprimeur qui personnalise, c'est de vérifier que les datas qui lui ont été fournies par son client sont bien livrées à la bonne personne et ont bien été imprimées. Or, on a des problèmes de gâches, on a des problèmes d'erreurs de fabrication. Et ça, c'est complexe pour réinsérer les documents dans une chaîne de production de personnalisation. Là, on est hybride. La personnalisation, elle est réelle et c'est l'usager, à la condition où il interagit et donc il y a une promesse cohérente, qui, lui, va créer un environnement de personnalisation et un canal. C'est très intéressant pour les futurs courriers hybrides non adressés qui permettront d'engager des relations un petit peu particulières. Je ne vais pas révéler de secret. Il y a des gros acteurs aujourd'hui de l'éditique qui commencent à regarder de très près ces technologies. Pourquoi? Parce que ça permet d'engager, d'adresser des courriers qui vont être personnalisés par l'usager lui-même. Et ça, c'est tout nouveau. Voilà. Juste cette personnalisation par l'usager, comment ça marche exactement? Écoute, je vais t'envoyer ça par la poste. Oui. Et ce QR code, tu pourras le personnaliser, tu pourras le donner à qui tu veux. D'accord. Tu me le mets dans un média courrier bien imprimé. Tu colleras sur un cadeau, tu offriras le cadeau, la personne qui va scanner ton cadeau aura ton message à toi. Et pourtant, le QR code, c'est pas toi qui l'as fabriqué. Et il a été fabriqué par un imprimeur bien avant de te connaître et il savait pas que ça allait être ta vidéo à toi et ce sera un canal 1-to-1. Personne d'autre n'aura ce QR code et il y aura un seul cadeau qui l'aura. Donc voilà la possibilité de laisser un message simple, c'est un post-it vidéo. Il y a d'autres usages, mais on a essayé de simplifier pour essayer de faire prendre conscience de ce qu'il est possible de faire. Bien évidemment, c'est un QR code, parce qu'on sait qu'on peut interagir. Faisons de la science-fiction. Si tes lunettes reconnaissent des images, alors on pourra faire la même chose sur des images, toutes différentes. OK? Mais pour l'instant, l'usage de mettre des lunettes et de reconnaître son environnement, c'est de la science-fiction. Il n'y a pas d'usage. Par contre, scanner un QR code, ça commence à être dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que les gens vont au resto, quand ils pourront y aller, se sont amusés à scanner effectivement des codes barres qui étaient sur les tables, des QR codes. Alors, une partie de la population n'y arrivait pas, une partie de la population ne comprenait pas. N'empêche que très rapidement, les gens l'ont compris. Mais quel était le problème dit de digitalisation pour le restaurateur? Mais c'était de fournir le data qui allait être connecté à ce fameux QR code derrière. Et là, l'imprimeur a vraiment un rôle à jouer. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a des imprimeurs dans l'auditoire. J'aime pas le terme de digitalisation. Je vous rappelle que ça fait 60 ans que vous imprimez des documents et qu'avant d'être un morceau de papier, c'est un fichier full digital. Ça fait 45 ans qu'il est PostScript. C'est un langage de description de page. Et moi, je suis toujours sidéré de voir qu'aujourd'hui, on parle de digitalisation chez l'imprimeur et que ça lui fait peur. Alors que par définition, l'imprimeur, il a subi sa révolution digitale en 1987 quand PostScript est arrivé dans ses environnements de production. Aujourd'hui, 100% de sa part. Juste, les imprimeurs aujourd'hui, quand ils nous écoutent, ils se demandent comment participer à la fête, en fait. Quel est leur rôle à jouer, pas être simplement le prestataire qui va poser de l'encre, même si c'est un QR code, comment il peut être plus qu'un prestataire et générer de la valeur ajoutée pour son imprimerie. C'est-à-dire qu'il voit ces tendances, il se dit c'est bien, ça va doper peut-être la vente de papier ou pas. Enfin, on ne sait pas toujours ce qui peut se passer. Et il fait mais comment je participe à la fête, moi? Est-ce que finalement je dois investir dans d'autres solutions digitales, même si le mot n'est pas adapté, pour développer plus mon print, c'est-à-dire apporter une offre de service à mes clients pour de la génération de fichiers, par exemple, ou dans l'XD, enfin, tout ce travail-là, est-ce que c'est à ce niveau-là où je laisse ça aux marques et moi, je ne reste que entre guillemets, le prestataire qui pose de l'encre sur du papier? Je pense que quand ils assistent à nos conférences, en général, c'est la question qui se pose, c'est comment je participe, moi? C'est comment je fais? Aujourd'hui, leurs outils de production commencent à évoluer. Je vais donner juste un exemple. La fusion dans des environnements InDesign, qui existe dans le Publipostage chez Word depuis 40 ans, elle vient d'apparaître dans les nouvelles versions. Et donc, ça veut dire que la personnalisation qui adresse des moteurs d'impression digitaux, print, est intégrée dans leur logiciel de mise en page. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
ils doivent, comme dans les années 80 et dans les années 90, intégrer des compétences nouvelles dans des environnements digitaux pour maintenir leur production. Je vous rappelle que quand on a parlé de flashage, alors pour les imprimeurs qui ont plus de 50 ans qui sont en ligne, ils vont comprendre, tous les imprimeurs rigolaient. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, ça ne m'intéresse pas. Et aujourd'hui, tous ont intégré des flux de production qui font du computer to plaque, enfin, ils font des plaques en digital direct, voire ils impriment directement depuis des systèmes de ripping. Il y a 40 ans, quand on leur parlait de ça, c'était une horreur. Mais comment on va vivre? Nous, on est là pour noircir du papier. Eh bien, aujourd'hui, intégrer ces compétences dites numériques pour traiter du data et faire des couches servicielles par rapport au print, c'est essentiel. La bonne nouvelle, les agences commencent à intégrer et les donneurs d'ordre vis-à-vis de l'impression commencent à donner des flux d'échange entre les agences et les imprimeurs qui intègrent ces personnalisations. Donc, il y a un petit déplacement de la compétence vers l'agence qui remonte, et donc c'est au milieu des deux. Mais on est au milieu du gué aujourd'hui. L'imprimeur, s'il n'a pas la compétence digitale, il est perdu, et il n'arrive pas forcément à la vendre parce que c'est pas lui qui fait le message pour le client final. Donc, on est dans des phénomènes nouveaux, ça va venir, et effectivement, au passage, il y a des catastrophes. Oui, moi, j'ai fait de la réalité augmentée. Oui, moi, j'ai fait du QR code. Oui, mais ça n'a pas marché. Ben, oui, il y en a chez qui ça marche et il y en a chez qui ça ne marche pas. Mais ce n'est pas un problème techno. Pourquoi le catalogue Jouet Club a marché? Parce qu'il y avait une proposition qui était cohérente par rapport à un usage. La même techno utilisée dans d'autres environnements n'a pas fonctionné. Il y a une grande enseigne française avec une population sur du digital, c'est Darty, comme ça je vais la citer, ça a été un flop. C'est exactement la même techno entre Jouet Club et Darty. Pourquoi? Parce que la promesse, elle n'était pas du tout pareille. D'un côté, vous pouvez visualiser votre cafetière en 3D sur votre catalogue, ça intéressait personne. D'un autre côté, vous connectez la lettre au Père Noël pour vos gamins pour la commander directement. Il y avait un service. C'était pas un problème techno, absolument pas. Mais d'un côté, on a dit la réalité augmentée, ça sert à rien. De l'autre côté, la réalité augmentée, ça sert à quelque chose. C'était la même techno, la même boîte sur le même morceau de papier. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Or, des gens comme nous ne sommes pas des agences. Nous fabriquons de la technologie que nous mettons à disposition des agences. C'est à elles à créer le service. Nous, on n'est que la technologie qui permet de le faire. Au même titre que la Poste, elle vous achemine du courrier. Mais si le contenu de votre courrier n'est pas bon, c'est pas la peine d'aller voir la Poste en leur disant bah, dites donc, moi je l'ai envoyé par la Poste, c'est une catastrophe. Oui, mais ça vous fait sourire parce que on a exactement le même problème dans la techno. C'est exactement ça. On ne fait pas de la techno pour de la techno. Oui, oui. Mais ça, absolument. On l'a vu dans les écrans quand ils sont arrivés dans le retail. C'était la même chose. On a vu des écrans partout avec pas de contenu dedans et ils se sont vite éteints. Donc, c'est le jour où votre écran a commencé à faire une interaction avec la personne qui passait devant, indépendamment des problèmes de RGPD, ça a repris du sens. Exactement. Ça a repris du sens. Eh bien, on a bien vu que ce n'était pas l'écran qui était en cause. Donc, la techno, ce n'est pas elle qui est en cause, c'est quel est l'usage et pour créer l'usage, quelle est la promesse que je donne pour que les gens fassent l'effort. Parce que c'est un effort, en fait, d'interaction par rapport à un morceau de papier. Si ça en vaut le coup, je vous garantis que si demain matin, vous prenez votre téléphone et vous avez 40% de réduction sur tous les catalogues de Leclerc, tout le monde va scanner les catalogues. Il n'y a aucun problème, même si c'est compliqué. Donc, on voit bien que c'est Leclerc est amusant. Monsieur n'aime pas le papier, mais il en fait tout le temps. Mais je voudrais juste terminer juste sur un point qu'on n'a pas évoqué, Eric, mais on en avait parlé en préparant cette conférence, qui était l'accostage du courrier à des plateformes de marketing automation. On en avait parlé. Juste 2 mots pour expliquer ce que c'est et ce qui peut être aussi une bonne nouvelle pour les imprimeurs, c'est-à-dire comment aider les gens qui font du marketing digital à finalement faire du papier qui semble pour eux une montagne. Je vais rebondir. Vous avez peut-être vu depuis quelques jours en télé, il y a une campagne de pub pour Salesforce, qui est quand même une boîte purement B2B et qui se paye des spots en télé, en prime time. Bon, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont leaders mondiaux. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, un marketeur, ou même plus précisément un responsable CRM, il a à disposition un outil
Salesforce, Oracle, Adobe, puis il y a pléthore d'outils de plus petite envergure, mais qui vont être plutôt sur des utiles pour des TPE, PME, etc., qui servent finalement à embaser des clients et à générer des contacts. Sauf qu'aujourd'hui, ces outils sont basés sur du digital, donc je vais pouvoir simplement travailler ma base de données et puis envoyer une campagne d'email avec en séquençant de manière très automatique. J'envoie un premier email, les ouvreurs, je vais éventuellement leur envoyer tel autre message, les non-ouvreurs, je vais faire une relance, les cliqueurs, etc. Donc en fait, il y a tout un scénario, ce sont des outils de scénarisation de prise de contact avec des clients et ou des prospects. Et donc, bon, Salesforce est le leader mondial. Donc, on peut faire de l'email, des newsletters, du SMS, enfin, super. Et puis, comment je fais avec mon courrier papier? Ah, le courrier papier, ça rentre pas là-dedans. Donc, il y a monsieur machin, madame machin, là, qui est dans le bureau d'à côté, qui est pas connecté à la même base, et qui, elle, va devoir aller chercher un imprimeur, une agence, un routeur. Parfois, c'est imprimeur-routeur, mais pas toujours. Et comment on fait pour impliquer des jeunes marketeurs qui sortent de leur école de commerce ou d'université et puis ils sont déjà moyennement formés, voire pas du tout au courrier. Et les outils digitaux, ça rentre dans un outil, dans un seul et même outil, hein, de type Salesforce, Oracle ou autre. Et puis quand il faut faire du courrier, oulala, c'est compliqué. Bah, je vais pas en faire, à moins que j'ai une bonne raison. Et donc, en fait, on s'est aperçu en discutant avec des clients, en observant le marché, qu'il y avait finalement un vrai risque qui est déjà avéré, mais qui risque de se creuser avec un fossé de compétences. Et donc, il faut qu'on simplifie. Tout à l'heure, on parlait d'expérience client B2C, enfin oui, B2C. Là, c'est simplifier l'expérience client B2B. Et notre postulat, c'est et si on crée une expérience pour les marketeurs aussi simple, ou presque, pour du papier qu'avec du digital. Et donc, on est en train de faire, donc on a une équipe dédiée qui est en train d'aller faire la tournée des grands éditeurs de logiciels, donc qu'on appelle le marketing automation, hein, donc la scénarisation de campagnes marketing, pour voir comment on peut demain plugger du courrier publicitaire, du courrier papier. Et l'idée, c'est que vraiment, et donc pour ceux que ça intéresse, il y aura un premier reveal courant mars avec Oracle, hein, lors de leur webinaire, parce que c'est le premier éditeur avec lequel on travaille. Et donc l'idée, c'est que demain, il y aura possibilité de monter une campagne de courrier, alors sur des gabarits simples, on ne peut pas faire des choses, mais de même que la partie digitale, elle est aussi sous forme de gabarits, mais on pourra, enfin, le même marketeur pourra faire du courrier et le scénariser en même temps que du SMS, de l'email, de la newsletter, etc. C'est une petite révolution qui se prépare. Là aussi, on sait qu'on travaille des usages de demain, mais l'idée, c'est de simplifier l'usage du courrier, notamment auprès des non-faiseurs. Merci Eric. Christophe, une petite réaction? Oui, une petite réaction et après on va un peu... Il vient d'être cité. Salesforce, le courrier papier. Donc, on va parler d'un courrier qui est très simple. Aujourd'hui, nous travaillons avec Salesforce et nous leur démontrons que nous sommes capables de capter des signaux remontés dans un CRM à partir d'un élément papier. Les deux morceaux de papier qu'une entreprise envoie à ses clients, c'est un devis ou une facture. J'ai bien dit papier. Or, aujourd'hui, quand on envoie une facture ou un papier, si elle n'est pas digitale, quand les gens le reçoivent, on a besoin éventuellement d'avoir un signal retour et d'intégrer ce signal retour dans du CRM pour faire justement de la relance automatique et du marketing automation. Et bien, sur les devis aujourd'hui, vous vous souvenez de ça là? Je vous l'ai montré tout à l'heure. Si vous intégrez un canal de dialogue entre un devis papier et une interaction, vous allez capter une interaction digitale entre un morceau de papier et un CRM. Le problème, c'est quel est le set de data que je fais remonter dans mon marketing automation sur mon morceau de papier. Donc, Eric parle de choses qui vont présenter. Nous présentons également des choses qui, aujourd'hui, la réalité augmentée. Si vous regardiez votre facture, on va faire du site, et que vous aviez une interaction par rapport à la facture, alors à ce moment-là, vous allez renvoyer des signaux à l'émetteur de cette facture ou de ce devis qu'il pourra intégrer dans ses CRM pour déclencher et optimiser des retours. On le fait avec des acteurs de l'énergie ou sur leurs éléments digitaux ou papier.
d'engager le consommateur dans une relation client. Sans révéler de secret, l'objet, c'est de diminuer le nombre d'appels dans les call centers en disant « j'ai rien compris à ma facture » ou « je conteste ». Et c'est donc de scénariser sur le contenu lui-même de la facture que je reçois un engagement client pour éventuellement baisser la pression du CRM et la pression du call center. Et comment? C'est en expliquant la facture dans des canaux augmentés par rapport à la facture, soit en réalité augmentée, soit sur du digital, sur des calques HTML5 au-dessus de quoi? Du PDF qui a servi à imprimer la facture. Parce que le problème aujourd'hui, une facture digitale, chez tous les acteurs qu'on vient de citer, dans 99% des cas, ben, elle provient du moteur de compo qui a permis de l'envoyer par la poste. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un format fixe, figé, standalone, qui est un PDF qui provient du moteur de compo. Si vous allez sur votre opérateur téléphonique préféré, mon espace client, télécharger ma facture, je vous invite à le faire. C'est un PDF que vous allez télécharger. Ce n'est pas du tout une page HTML ni quoi que ce soit. Et ce PDF est la copie conforme du PDF que vous recevriez ou que vous recevrez par la poste, parce qu'il y a un problème de il faut que ce soit exactement la copie conforme. Eh bien, sur ce morceau de papier et sur sur cet élément digital qui est le PDF, vous avez les augmentations qui vous permettent d'engager et faire du marketing automation derrière. Voilà. C'est une des questions. Alors, on a un petit peu débordé, mais c'était passionnant. Une des questions, c'était que pensez-vous du tracking papier par des solutions de type cliquable qui permettent de connaître l'usage qui a été fait du papier envoyé? Donc, c'est plus ou moins ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que même quand on envoie un devis, on peut voir si le client l'a ouvert, quelle page il a ouverte avec ce type de solution. C'est ça, hein? Sur un PDF Absolument. augmenté, par exemple. Oui. Absolument. On peut avoir effectivement ce qu'on appelle du fingerprint, savoir s'il a regardé la dernière page, savoir s'il l'a imprimé, savoir s'il l'a partagé, savoir s'il l'a envoyé à quelqu'un d'autre, savoir s'il est revenu dessus. Tous ces éléments, tout à l'heure, Eric parlait d'automation marketing. Salesforce n'invente rien. Si quelqu'un ouvre 2 fois un devis et l'imprime, c'est une valeur scoring et ranking tellement forte qu'il va remonter dans le CRM pour donner des opérations spécifiques de relance pour les équipes commerciales. Le papier est partie intégrante de cette chaîne-là, si et seulement si vous êtes capable de le ramener dans un environnement automatisable. Et c'est par l'usage et par la promesse. Si vous n'avez pas de promesse, si vous engagez par rapport au morceau de papier, vous allez voir qu'effectivement, les gens vont revenir. Il y a des grosses choses qui sont en train d'être faites. Moi aussi, au mois d'avril, on va vous faire une petite sortie qui est destinée aux TPE, aux très, très petites entreprises. On va prendre l'exemple du plombier qui envoie 15 devis. Il n'a pas les moyens d'avoir une secrétaire et un marketing automation pour faire de la relance, pour savoir, je relance mes propres devis. On est en train de mettre en place quelque chose qui va automatiser la relance, quel que soit le canal choisi pour quelqu'un qui ne sait pas coder et qui ne sait pas faire. C'est effectivement du PDF augmenté ou du courrier augmenté, mais directement dans des environnements spécifiques. Voilà. J'ai une autre. Alors, je prends quelques questions puisqu'on va devoir rendre l'antenne. Alors, Eric, c'était pour l'équation, point de réflexion suggéré dans l'équation globale, et elle touche évidemment au coût de diffusion du média courrier, du média papier, même moderne, augmenté, ciblé. Donc, la personne me dit, on rate une partie de l'analyse selon moi si on ne prend pas en compte ce point important qui est un élément de blocage pour des donneurs d'ordre qui privilégieront peut-être un autre média plutôt que ça pour ce coût en particulier. Alors, oui, j'ai bien conscience que c'est une vraie question, bien évidemment. Après, c'est quoi le coût d'un contact? En fait, si on compare de manière un peu brutale, et je sais que malheureusement beaucoup de marketeurs le font, le coût d'un envoi courrier avec le coût d'un email ou d'un SMS. Là, on tombe de sa chaise, on se dit mais on est sur un rapport de 1 à 10, 1 à 20. Bon, mais sauf qu'on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on envoie un seul courrier à la personne. Prenez tous les médias, on est sur des effets de répétition. Et aujourd'hui, on a des preuves robustes que finalement, un courrier suffit. On vient par exemple de terminer une étude avec un institut qui s'appelle Iligo, où on a voulu comparer les effets émotionnels d'un courrier papier et
de son versant digital au travers des réseaux sociaux, vidéo ou posts type Instagram ou Facebook. Un courrier papier génère 4 fois plus d'émotions, et donc sur des indicateurs quanti, que les réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de dire ne faites pas de réseaux sociaux, ça ne marche pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sur les réseaux sociaux, il va falloir que je revienne plusieurs fois, pour que ça imprime, si je puis dire, sans faire de mauvais jeu de mots, dans le crâne du destinataire. Le courrier, il marche ou il marche pas, mais s'il marche, un seul contact suffit. Et donc en fait, il y a un vrai... et pourquoi, regardez, on est bombardé d'emails? C'est parce que les taux d'ouverture se comptent en quelques pourcents. Et puis effectivement, mais ça coûte tellement peu cher que ça peut fonctionner. En fait, il faut non pas parler de coût facial, mais de coût de transfo. Et là, d'un seul coup, ça change tout. Juste pour rebondir pour Eric, pour apporter dans son moulin. Oui. Une minute. Ouais, voilà. Juste avant la crise Covid, Uber Eats distribuait du street marketing, c'était des flyers papier dans la rue. Ce qui coûte cher, pour répondre au monsieur, c'est l'adressage du courrier adressé, c'est-à-dire par là, évidemment, parce que là, il y a un truc. Quand on est en toute boîte, en street marketing, en distribution ou en libre service, ça peut prendre du sens, et je vous ramène sur, et si la promesse est de personnaliser l'élément qui était non personnalisé, distribué, et c'est au moment de l'utilisation qu'il va y avoir un engagement spécifique. Je viens de citer Uber Eats, il y en a d'autres. Je vous garantis que ce que j'ai décrit tout à l'heure pour ces gens-là est d'une pertinence absolument invraisemblable. Et pourtant, c'est du papier, il est personnalisé et non adressé. Merci beaucoup à tous les deux. On a un petit peu débordé l'horaire. Nous avons d'autres questions que nous allons transmettre donc à nos deux intervenants et qui vous répondront directement via notre site. Donc, merci Christophe. Merci Eric. Belle journée à vous. Merci à vous qui avez été nombreux. Donc, si vous souhaitez réécouter cet échange, vous pourrez retrouver le replay sur le site du salon, salon-cprint.com. Le prochain rendez-vous avec nous, c'est à 13h30. On parlera de toute autre chose. On parlera de wrap et de covering, qui est un autre secteur très important pour nous. Et nous interviewerons Sébastien Hatt, qui a gagné le concours l'année dernière des CEVRAP Contest et qui est un professionnel aguerri depuis 20 ans. Voilà, merci à tous et à toutes. Et à tout à l'heure, 13h30. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.